Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Chrome et Calandre. Vous connaissez désormais le principe, un homme, sa voiture, leur histoire commune. Aujourd'hui, Jean-Jacques, sa Triumph Spitfire MK3. À Blérancourt, nous avons visité un atelier de restauration automobile, l'Atelier des Coteaux, où Oscar Lefebvre anime une équipe de 17 passionnés. Nouvelle rubrique dans les carnets de route, les conseils de Seb. Sébastien sera notre guide technique, il pourra répondre à toutes vos questions, et pour commencer, il nous parle de la vidange. Et puis un détour par Reims, en fin d'émission, où les amis du circuit de Gueux ont accueilli le 4e week-end de l'excellence. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour Jean-Marc. Merci de nous accueillir. Comment vas-tu? Très bien. Le soleil est Bon. avec nous encore pour ce rendez-vous. Jean-Jacques, avant de parler de ta magnifique Triumph Spitfire MK3, je voudrais d'abord revenir sur ton parcours dans le véhicule d'époque. Alors j'ai cru comprendre que ça avait commencé au marché de Saint-Ouen. C'est exact. Mais oui, ça remonte à 25-30 ans. C'est lors d'une sortie avec ma femme qu'on avait fait au marché aux puces de Saint-Ouen que j'ai vu passer une TR3. Et ça m'avait complètement estomaqué parce que c'était la voiture que je voulais avoir quand j'avais 16-17 ans. Et je ne pensais pas qu'elle existait encore à cette époque-ci. Donc il est exact que là, une heure après, j'étais dans les librairies en train de chercher des revues spécialisées. Et ça y est, le virus était... Voilà, c'était reparti. Voilà, c'était reparti. Alors donc cette première voiture, une TR3? Non, une TR4, TR4 AIRS exactement. Donc, et donc, parce que la TR3 était inabordable financièrement. déjà à l'époque. Oui, tout à fait. Donc, je l'ai gardée cette TR4 un an et demi. Oui. C'était la période où l'inflation sur la voiture ancienne était galopante. Ouais. Donc, j'ai très bien vendu ma TR4 et j'ai racheté une TR3 dans la foulée. Donc la TR3, c'était parti. Voilà. Et voilà, c'était parti. C'était déjà la deuxième voiture, mais j'ai cru comprendre que ça ne s'est pas arrêté là. Non, parce qu'après, j'ai eu envie du 6 cylindres. Donc, je suis passé à l'Austin Hillet. Ah oui, c'est vrai, le doux mélodie du 6 cylindres, c'est toujours envoûtant. Hein. Exactement. Donc, Austin Hillet. Austin Hillet, une 106. La 3000 étant également inabordable. Oui. Que j'ai gardé quelques années et que j'ai revendu. Voilà. On n'est pas encore arrivé à la MK3. Non. Entre deux, il y a eu à nouveau une Lotus Elise, il y a eu une autre TR3 mais avec overdrive, il y a eu d'autres voitures. Et puis après, il n'y a plus rien eu du tout pendant quelques années. Et puis au moment de la retraite, eh bien, je me suis dit pourquoi pas m'occuper à en refaire une. Alors la MK3, tu m'as dit que c'était plus pour, au moment de la retraite. Voilà, dire de s'occuper. Donc la Spitfire étant un véritable karting, un jouet, j'ai pensé, je dis bien que j'ai pensé que c'était facile à refaire et donc je me suis orienté là-dessus. Oui, parce que contrairement aux autres voitures où tu as toujours acheté des voitures roulantes, comme voilà, on peut dire, exactement. Celle-ci, c'était pour la restaurer. Une épave, c'était une épave complète. En parlant de restauration, Jean-Jacques, nous sommes allés aux ateliers des Coteaux pour voir ce qui se faisait en restauration et je pense que c'est un des ateliers les mieux équipés de France et qui fait un travail absolument fabuleux. On peut parler de travail d'orfèvre ou plutôt un travail d'Oscar Lefebvre où nous sommes allés regarder ce reportage. Mon activité a commencé dès mon enfance, puisque mon père était garagiste en banlieue parisienne, était agent Citroën et Panhard.
Donc déjà des voitures un peu particulières pour l'époque. Et donc j'ai grandi dans l'ambiance des voitures, du garage. Et donc ces voitures que je restaure aujourd'hui, en fait, elles étaient pour moi à l'époque des voitures du quotidien. C'est vrai qu'en banlieue nord de Paris, on ne voyait pas forcément des Jaguars et des Aston Martin. Mais ça, c'est par goût. Je suis venu à ces marques par goût à partir de la fin des années 70, du milieu des années 70 en fait, où je me suis installé à mon compte et où j'ai commencé à faire toutes ces voitures, dont tout simplement celles que les autres ne voulaient pas faire parce qu'elles étaient soi-disant pas fiables, soi-disant un peu compliquées pour les pièces à l'époque, parce que c'était pas du tout la mode de restaurer des voitures anciennes. Et donc c'est à partir de là qu'on a développé cette activité complètement. C'est toujours une nostalgie personnelle. 80% des gens qui arrivent ici ont le modèle en tête parce que c'est la voiture qu'ils croisaient en allant à l'école, celle du père, du grand-père, du voisin, du médecin. Et donc il y a une nostalgie qui s'installe. On passe devant le garage, on regarde dans la vitrine la belle voiture et on se dit un jour j'en aurai une comme ça. Et puis l'âge arrivant et les moyens évidemment arrivant un petit peu, on se décide à sauter le pas et on s'adresse à nous. La plupart du temps, parce qu'on a la réputation de faire de la restauration sur les voitures, on n'est pas seulement vendeur de voitures anciennes, mais on s'occupe de l'intégralité du projet. C'est-à-dire qu'on peut trouver, une fois que le modèle est défini, par expérience, on peut tout de suite annoncer un prix de la voiture clé en main, ce qui est quand même rassurant pour le futur acheteur. Et à partir de là, on s'occupe de tout, c'est-à-dire qu'on cherche la base à restaurer et on s'occupe de l'intégralité de la restauration, mécanique, carrosserie, sellerie, etc. Avec ce système, l'avantage, c'est que le client peut aussi choisir sa couleur, sa sellerie et la finition carrosserie qu'il aime. Et nous, on s'occupe de toute la partie technique pour ce qui concerne les améliorations au niveau de la fiabilité, pour permettre de rouler dans la circulation moderne, avec ces voitures qui n'étaient pas vraiment conçues pour ça à l'origine, en tout cas surtout pas l'autoroute. Donc les transmissions étaient conçues pour aller à la vitesse maximum entre deux virages sur une nationale. Donc il fallait que, comme on dit, ça tire un peu plus court, etc. Maintenant, on met des boîtes 5 vitesses, des choses comme ça, tout en respectant l'originalité de la voiture pour ne pas faire des choses irréversibles. Si on doit améliorer des parties techniques, on s'arrange pour adapter la pièce à la voiture de façon à ce qu'on puisse éventuellement un jour remettre la pièce d'origine à sa place. On travaille, nous, en permanence avec un carnet de commandes de 4 ans pour les grosses restaurations. C'est vrai que ces restaurations peuvent s'étaler sur une durée parfois très longue, fonction de l'opération qu'on fait sur une restauration complète. Et sur le modèle de voiture, ça va de 1200 heures environ jusqu'à 4000, voire plus pour certains modèles. Donc évidemment, ça occupe déjà pas mal de temps. Globalement, je dirais que c'est un marché qui est en pleine expansion, parce que les gens se réfugient, entre guillemets, dans ces voitures. On est tellement brimé aujourd'hui à l'usage des voitures modernes sur les routes, par les restrictions de vitesse, etc. Il y a plus grand plaisir. N'importe quelle voiture moderne peut rouler beaucoup trop vite par rapport aux restrictions. Donc on se réfugie vers les voitures anciennes où il y a beaucoup plus de plaisir, d'usage. C'est quand même beaucoup plus sympathique. Il y a tout un tas de manifestations qui sont organisées autour de ces voitures anciennes. Vous avez l'embarras du choix pour passer un week-end sympa, aller avec des amis passionnés comme vous de la même chose sur un site en général très agréable et parler de voitures. Les épouses peuvent souffrir un petit peu, mais bon, ma foi, on a bien des défauts quand même. Et puis, à part ça, à notre niveau, vraiment aucun problème d'avenir. On forme d'ailleurs des jeunes à nos métiers. Et je dirais, tout va bien. Alors, à contrario, Jean-Jacques, avec ce qu'on vient de voir, toi, tu n'as pas fait restaurer ta voiture, tu l'as restaurée par toi-même. J'entends par là que tu as tout démonté, c'est ça? Voilà, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai absolument tout désossé, mis dans des sachets en plastique, numérotés, etc. Et après, j'ai envoyé les différentes parties à tous les corps de métier, c'est-à-dire la mécanique chez quelqu'un, la carrosserie chez une autre personne, la sellerie chez une autre personne, et puis bon, tous les chromes chez un chromeur, d'ailleurs dans le Vimeux. Dans le Vimeux. Alors là, on parle de l'intérieur, tu parlais de sellerie. Toute la sellerie a été refaite, c'est-à-dire siège, enfin les moquettes ont été changées, siège, intérieur de porte et tout, et c'est un ami à toi, cordonnier, qui t'a aidé à réaliser. Exactement. Donc tu as quand même participé à beaucoup d'éléments. Pour ça, oui, voilà. Pour ça, oui, tout à fait. Pour la sellerie, oui. Et puis pour toute la partie tableau de bord, c'est moi qui ai fait. Alors, un gros avantage, et tu nous l'avais dit tout à l'heure, de cette voiture, c'est que l'accessibilité te permettait de pouvoir réaliser pas mal de travail par toi-même. Voilà, parce que on a une caisse avec un châssis. On le voit très bien, on voit le châssis, on le voit très bien en noir ici,
la coque en jaune et tout ça se sépare facilement. Exactement, et en plus le capot moteur n'étant pas remonté, ça permettait une accessibilité à, Total, on va dire quasiment à 360 degrés qui permettait de tout remonter facilement. Et là on voit là, toutes les suspensions, on a été changé. On a même un siège en l'occurrence avec une roue, hein, ce qui permet de côté pratique. De pouvoir faire les réglages de la voiture. Tu parlais de réglage, quand tu as tout remonté, tu as fait régler la voiture. Oui, parce que bon, moi j'ai tout remonté, mais après la voiture, elle roulait toujours pas. Donc Sébastien, lui, s'est chargé absolument de tout l'ensemble des réglages. Réglage de l'embrayage, des freins, réglage du moteur, avec une superbe surprise. Puisque mon moteur, il a fallu changer le joint de culasse, parce que j'avais remis un joint de culasse d'origine, qui n'a pas tenu. Donc c'est Sébastien qui a absolument tout fait. Et tu parlais justement de Sébastien. Sébastien va faire une rubrique dans chaque carnet de route où il nous parlera d'éléments mécaniques différents. Pour ce premier entretien, il va nous parler de la vidange d'une voiture. On regarde Sébastien. Salut, c'est Seb. Aujourd'hui, nous allons aborder la vidange de base sur une Mini de 1990. La première phase d'une vidange, c'est de desserrer le bouchon de vidange, de laisser couler l'huile tranquillement et moteur toujours bien chaud pour que l'huile soit plus fluide. Pendant ce temps-là, on remplace le filtre à huile qui sert à filtrer toutes les impuretés qui sont générées par le moteur. Et pendant ce temps-là, quand tout est coulé, on referme et on met de l'huile. Pour ce type de véhicule, il est préconisé de mettre de la 2050. Comme le moteur, c'est un moteur boîte, donc c'est la même huile qui est dans le moteur et dans la boîte de vitesse. Donc 20-50, c'est l'épaisseur à chaud et à froid de l'huile. On contrôle avant le démarrage. Là, on est entre le mini et le maximum. Donc on peut effectuer un démarrage pour faire remplir le filtre à huile. Donc, on ferme bien le bouton de remplissage pour éviter toute projection. Donc on va démarrer cette Mini Austin pour faire le remplissage du filtre à huile. Attendre que les voyants s'éteignent correctement. Ça veut dire que la pression d'huile est montée. Là c'est bon, on peut l'arrêter. Maintenant on va la laisser reposer environ 5 petites minutes que l'huile redescende pour faire le niveau d'appoint. Et pendant ce temps-là, on va contrôler tous les niveaux de liquide du véhicule. Ici, ça c'est le liquide de refroidissement. Ceci est un réservoir. Là on peut constater qu'il en manque un tout petit peu, donc on va faire l'appoint jusqu'au petit trait. On va faire la mise à niveau du lave-glace. Une Mini, c'est un embrayage hydraulique, donc on contrôle le réservoir le niveau est correct, ainsi que le mètre-cylindre de frein. Tous les niveaux sont corrects, donc on n'a pas besoin de rajouter. On va finir par la jauge à huile. Comme l'huile a été remplir le filtre à huile, donc on est obligé de rejauger. On peut constater qu'il en manque, on est en dessous du Mini, donc on va faire la pointe jusqu'au maximum. Et voici comment se déroule une étape de vidange. Et voilà, donc la vidange est terminée, la voiture est prête pour 5000 km ou 1 an. Et je vous donne rendez-vous pour des prochains conseils.
Au revoir. Bon, t'as bien aimé le plan de Sébastien? Oui. Hein, c'était pas mal son truc. Hein. Bon. On va faire un petit tour? On y va. Allez. Alors Jean-Jacques, oui, tu t'es souvent baladé avec tes voitures, tes différentes voitures, Oui. TR3, TR4. Oui. Tu m'avais parlé d'une anecdote justement en partant à Beaulieu en Angleterre. Ah bah oui, avec la TR3, on est parti à 3 avec un couple d'amis. Moi et puis un couple d'amis. Et donc, Oui. on a Mais à 3 dans une TR3, bon d'accord. sans banquette arrière. Sans donc, banquette arrière. Qu'est-ce qui se passe dans ces cas? La troisième personne, il n'y a pas de place dans le coffre, il n'y a pas de banquette. Non, bon, on avait aménagé avec des duvets, des tentes, une banquette, ce qui fait que la dame s'est retrouvée assise derrière et Oui. qui dominait de au moins 3 têtes au-dessus du pare-brise. Ah d'accord, Donc elle a fait tout le voyage comme ça, elle a eu du mérite. oui. J'avoue que les Anglais ont été très agréablement surpris. Ouais, pourtant eux, en termes de voyage... Oui, mais on avait réussi à faire presque mieux qu'eux. Ah d'accord. Oui, tu roules beaucoup avec tes voitures. Oui, Hein, celle-ci moins parce qu'elle vient d'être en fin de restauration. exact. Il faut continuer à la fiabiliser. Voilà, parce que là Et- pour l'instant il y a des petits soucis, mais Des qui petits vont réglages bon, qui vont s'améliorer. Et puis, mais sinon, tu as Mais toujours sinon, beaucoup oui, roulé. oui, Ouais. oui, c'est fait pour rouler. Hein. Ouais. Tu pars en vacances, choses comme ça? Non, ouais, non, je pars pas en vacances Non. avec, Il y mais a trop de bagages. Oui, on n'est pas seul. Il y a beaucoup de bagages. Jean-Jacques, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui veut acheter une Spitfire? c'est d'en prendre une d'abord qui roule. Ouais. Pour la première voiture, c'est absolument. Et puis je conseillerais de prendre une Mark III parce que c'est la plus typée, c'est la plus sympa, c'est la plus puissante. Voilà. Ouais, surtout que dans une gamme de prix, on peut trouver un poids suivant l'état de la voiture. Entre Entre- 8 000 €, on a déjà une auto Ouais, qui est sympa. on peut dire entre 8 et 12 suivant, suivant le degré de finition de la restauration, Voilà. ou si elle est overdrive ou pas overdrive, ainsi de Voilà. suite. Quoi. L'overdrive étant un plus, donc là, il y a une surcote obligatoirement. Obligatoirement. Et là, c'est toujours le conseil que l'on donne, prendre une voiture roulante. Oui, Pour s'amuser oui, oui. tout de suite, pour en profiter. Absolument, pour en profiter. Alors que là, on a eu la gentillesse d'être conviés au château de Prouzel Oui, pour pouvoir faire quelques images là-bas, d'accord, dans un cadre, pour les journées du patrimoine, en plus c'est super, absolument. dans un cadre qui est somptueux. Très bien. Bon, on y va. On my way, you know I'm looking for some luck. Do you know what it's like to be stuck in this hole? Can't you see, oh babe, I Jean-Jacques, nous nous find it trouvons hard actuellement là pour parler des différentes gammes de cette Triumph Spitfire dans ce magnifique château de Prouzel, château du XVIIe siècle. On va parler donc de l'évolution. On est face à cette calandre qui a beaucoup évolué en fonction des années, Oui, Hein puisqu'on a commencé avec un pare-choc très bas oui. et le pare-choc est remonté au fur et à mesure, jusque même arriver à une époque où on avait les butoirs qui étaient Monstrueux. monstrueux. Mm. Mais une voiture qui a beaucoup été exportée aux États-Unis, comme une grande partie de la gamme chez Triumph. Hein. Donc l'évolution. Les principales évolutions, c'est Les principales évolutions sont au niveau de la mécanique, des tableaux de bord, enfin des finitions en général. Hein, c'est-à-dire que les puissances de moteur ont varié entre la Mark I et la 1500. ok, c'est ça qui fait la différence. Voilà, essentiellement la plus puissante étant la Mark III. Oui, parce que ça a baissé après sur la 4 et on est remonté un petit peu pour Voilà, hein. pour la Il y 1500. a eu un peu un phénomène avec les normes anti-pollution américaines qui ont fait que les puissances ont baissé. Donc la plus intéressante, c'est la Mark III au niveau puissance. Et c'est celle qui est présentée ici, celle Voilà. que tu possèdes. Oui, tout à fait. Alors après, une grande modification aussi sur la ligne à l'arrière. Pareil, les pare-chocs ont évolué. Pare-choc. Hein La première, la Mark I avait même des bananes qui remontaient sur les pare-chocs arrière. Jusque la 3, on est resté sur une ligne un petit peu arrondie, un petit peu ovoïde comme Absolument. celle-ci.
Tableau de bord central. Tableau de bord central qui était en tôle sur les premières Oui. Spitfire et qui est passé avec la Mark III en bois. Sur les modèles en bois. Après, on est arrivé à la 4 où là, on a eu un tableau de bord complet. Hein, c'est cela. On est arrivé après, la 4, c'était un modèle un petit peu bâtard entre transition, on va dire, hein, entre toute la gamme. Et après, on est arrivé sur la 1500, là, qui avait une ligne beaucoup plus, qui avait été repris par Micoletti, voilà, hein, qui avait fait toute la gamme, mais qui a repris pour faire des lignes beaucoup plus tendues. Tout à fait. Hein, oui, avec un absolument. grand chiffre 1500 pour repérer la 1500. Voilà. De ces voitures, il y a eu une grande sœur qui s'est faite aussi. Hein, la GT6, mais alors là, c'était sur le châssis de la Spitfire qu'on avait fait la GT6, qui est un 6 cylindres, mais c'est un coupé. Oui, c'était un coupé. Voilà. Hein, on avait repris un peu le principe du hardtop qu'on avait sur celle-ci quand elle était en compétition, hein, et on a fait un fastback, c'est-à-dire qu'on est parti du pare-brise pour arriver jusqu'à la plage arrière. Voilà. Et juste pour la petite anecdote, en Angleterre, ils continuent à mettre ils appellent des GT6 convertibles, des Spitfire équipés du 6 cylindres. Ah ouais, 6 cylindres, c'était le 2 litres de la vitesse. Hein. Il n'y a que les Anglais qui ont ça. Hein, parce que celle-ci aussi, ça a toujours été un petit peu une constante chez Triomphe, c'est qu'on utilise d'autres châssis pour faire évoluer des voitures. Voilà. Celle-ci avait le châssis de l'Herald avec le moteur de l'Herald au départ. Oui. Hein, c'est cela. Oui, hein. oui. Voilà, donc, et celle-ci, modèle avec une option supplémentaire. Qui est l'overdrive. L'overdrive qui donne un confort de conduite. Qui démultiplie sur la 3e et la 4e vitesse les rapports. Un meilleur confort pour faire des balades. Voilà. Jean-Jacques, tu fais souvent des rassemblements avec ta voiture? Oui, ça m'arrive quelquefois, oui. Alors là, je te propose de voir un rassemblement qui est assez sympa sur le circuit de Reims-Gueux, qui se passe en général à la mi-septembre. Les amis du circuit de Gueux sont nés d'amoureux du circuit, qui ne supportaient plus de voir le mythique circuit se trouver détruire à l'abandon, envahi d'herbe. Donc un jour, ils ont monté l'association. Avec cette association, ils ont décidé, premièrement, il fallait déroncer, enlever les herbes, commencer à restaurer, pour essayer de revoir les peintures initiales. À partir du moment où ils ont commencé à pouvoir revoir le béton normal, éviter qu'il y ait plein d'herbe, ils ont décidé de refaire les peintures. Alors on a pris des vieux livres, des affiches, pour essayer de retrouver le plus possible les pubs de l'époque, les couleurs de l'époque, parce que les couleurs ne sont pas identiques aujourd'hui, et repeindre petit à petit. Quelques années après, quand le site était à peu près en état, on a décidé de relancer les 12 heures de Gueux. Puisqu'en fait, il ne faut pas oublier que sur le circuit de Gueux, tous les débuts de juillet, existaient les 12 heures de Gueux. Les pilotes partaient de nuit et roulaient une partie de la nuit. Donc nous, on a dit on va relancer une manifestation en l'appelant, comme à l'époque mythique, les 12 heures. Donc c'était une concentration statique de véhicules à cette époque-là et on a essayé de faire aussi un rallye. Et le week-end de l'excellence est arrivé. Donc nous, on a dit on ne fait plus de manifestation, on va travailler pour le week-end de l'excellence afin qu'on ait aujourd'hui la possibilité de revoir des voitures tourner sur le circuit de Gueux. L'idée, c'est de rassembler des voitures de différents types, de tourisme, de compétition du siècle dernier, et également des motos. Et donc on les met par série, et comme ça ils ont la possibilité de tourner sur le circuit de Reims. Le circuit en fait c'est une fois par an, parce que c'est des routes nationales, comme c'était à l'époque. Et donc on coupe les routes et on recrée ce circuit de 7 km, qui est très particulier parce que c'est 3 lignes droites et 3 virages. On voit des Matra F1, on voit des anciennes Ferrari. On voit des très belles groupes B de rallye, on voit des motos exceptionnelles, on voit des voitures du tout début du siècle dernier. Donc c'est vrai que c'est ce qui fait un peu la différence avec les autres événements. D'autant plus que cette année on a pris une orientation bien particulière, c'est que nous n'acceptons aucune réplique. Il n'y a aucune réplique tant sur le plan des motos que sur le plan des voitures. C'est comme toute chose, que vous soyez à créer un événement dans les affaires ou que vous soyez dans le sport, vous gagnez un championnat, l'année d'après vous avez envie de gagner le championnat suivant qui est beaucoup plus important. Ce week-end de l'excellence
on a décidé de le faire. Maintenant, on a décidé de prendre des orientations. Et voilà, on veut devenir un des plus grands événements européens, voire mondial. C'est peut-être très prétentieux, mais c'est tout à fait notre objectif. Merci Jean-Jacques de nous avoir fait vivre cette passion et d'avoir fait découvrir ce mythique roadster anglais. De rien. Ben, je te souhaite de très bonnes balades avec parce que la restauration est parfaite. Hein, et à très bientôt. Eh bien merci Jean-Marc et à bientôt. Voilà, au revoir. You come to your lover, please. Baby, you come to lover, you come to. Jean-Jacques vient de nous quitter avec sa superbe Triomphe MK3, mais je n'ai pas pu résister au plaisir de vous montrer en arrière-plan ce magnifique château de Prozel. Ce carnet de route Cran-Mecalande se termine. N'hésitez pas à nous contacter via notre site. À très bientôt et n'oubliez pas, la sagesse fait durer, mais les passions font vivre.